Bienvenue à un autre webinaire du Centre Pearson. Aujourd'hui, pour une discussion sur le racisme systémique au Canada. Mon nom est Francesca Iacorto et je suis membre du conseil d'administration du Centre Pearson. Je suis aussi la directrice principale des affaires publiques du Conseil national des lignes aériennes du Canada. Je vais commencer par saluer les peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui dans le cadre de cette plateforme virtuelle. Nous leur rendons hommage ainsi qu'à leurs ancêtres pour leur contribution immense à ce pays. Comme vous le savez peut-être, le Centre Pearson est un groupe de réflexion progressisme de premier plan qui s'attaque aux problèmes économiques et sociaux actuels. Au cours de la dernière année, nous avons organisé plus de 60 webinaires auxquels ont participé quelques 10 000 personnes au total. Ils sont tous affichés sur YouTube, comme le webinaire d'aujourd'hui le sera d'ici demain. Nous sommes fiers de dire que nous sommes le seul groupe de réflexion qui inclut des représentants des 5 partis politiques fédéraux, des principaux dirigeants d'entreprises, de syndicats, de la société civile, ainsi que de nombreux autres experts. Comme nous aimons le dire, nous rassemblons les gens et les idées. Maintenant, un grand merci à tous nos donateurs et commanditaires, en particulier à nos commanditaires de soutien qui sont les syndicats des métiers de la construction du Canada, l'Association internationale des pompiers et l'AMAPCO, les employés professionnels de l'Ontario. Donc, un gros merci à ces 3 groupes. Maintenant, un mot sur le format. Nous aurons une discussion d'environ 50 minutes avec nos invités, après quoi nous répondrons aux questions de l'auditoire. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions dans la boîte à questions sur votre écran et nous répondrons à autant de questions que possible avant de terminer à 17h15, heure de l'Est. Aujourd'hui, nous avons un panel chevronné de Canadiens et Canadiennes qui travaillent dans divers domaines et sont informés sur le racisme de différentes manières. Notre modératrice sera Dominique Denery qui présentera nos conférenciers et modérera ensuite la discussion. Dominique est une consultante, animatrice et coach accréditée. Depuis plus de 20 ans, son cabinet conseil Denery Ressources anime des ateliers de formation, des conférences et des retraites stratégiques sur des sujets liés à la justice sociale, dont l'équité et la diversité, l'antiracisme et l'antidiscrimination, et la santé mentale et le bien-être en milieu de travail. Dominique a modéré des panels avec le Centre Pearson dans le passé. Heureuse de vous revoir parmi nous. Et maintenant, la parole est à vous, Dominique. Merci beaucoup, Francesca. C'est un plaisir d'être ici cet après-midi, je dirais pas ce soir tout de suite, et d'être là avec des invités aussi distingués. On parle de racisme systémique, on parle de racisme en général, mais systémique en particulier. Et c'est pas une notion qu'on a vraiment explorée ou expliquée, si on veut, clairement. Alors, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est utiliser les connaissances des gens qui sont ici pour nous parler de qu'est-ce que c'est. Et si on ne comprend pas tellement ce que c'est, est-ce que c'est vraiment délibéré? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on est si peu informé par rapport à ce qu'on veut dire par racisme systémique? Et est-ce que c'est tellement profond qu'on ne peut pas le déraciner? Donc, bien des questions intéressantes qu'on va regarder une à une. Donc, d'abord, je vais vous présenter les invités qui sont là. Alors, je vais commencer par Rachel Descostes, qui est très bien connue hein, dans le domaine parce qu'elle s'est beaucoup exprimée, Rachel, hein, sur le sujet avec beaucoup d'éloquence. En ce moment, vous êtes directrice pour la diversité, équité et inclusion à l'Office national du film, ce qui a fait quelques vagues et on est tellement content que vous ayez le rôle, une longue expérience en tant que leader intersectionnel en matière de diversité et de communication stratégique. Alors, vous avez fait le webinaire en anglais. Alors, vous avez déjà eu un tour d'Arena là-dessus sur le racisme systémique au début du mois. Et alors, on est très heureux de vous accueillir en français, Rachel. Hein? Bienvenue. Alors,
Avec moi aussi, nous avons Larry Rousseau et on parlait du fait que nos familles se connaissent depuis longtemps, hein, Larry? C'est un plaisir de vous voir, toujours en bonne forme, vice-président exécutif du Congrès du travail du Canada. Donc, vous avez déjà eu des postes au sein de l'Alliance de la fonction publique du Canada, qui est un mouvement syndical reconnu pour et vous êtes reconnu pour votre travail en matière des droits de la personne et de lutte contre le racisme. Alors, bien heureuse de vous accueillir, Larry. Et le troisième panéliste, et pas le moindre, est Fo Niemi, qui est directeur général du Centre de recherche-action sur les relations raciales à Montréal. Alors, un lieu vraiment actif dans ce domaine. Alors, vous êtes reconnu au Québec, Fo, comme l'un des défenseurs les plus déterminés, depuis que je vous connais, les plus déterminés, les plus efficaces de la lutte contre le racisme, et vous conseillez les gouvernements, les particuliers, les individus et les communautés dans leur recherche de justice. Alors, avant de commencer sur le racisme systémique, j'aimerais suggérer qu'on parle un peu de racisme en général. Alors, c'est un sujet, on n'osait même pas dire le mot racisme il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps. Maintenant, c'est un sujet qui est très important et qu'on nomme les choses comme elles sont. Donc, veuillez, s'il vous plaît, commencer par nous expliquer votre perspective. Qu'est-ce que c'est que le racisme? Et avant de rentrer dans le racisme systémique, qui veut commencer? Rachel, vas-y. Merci, Dominique. La définition du racisme que je privilégie, je commence par dire qu'il y a plusieurs formes de discrimination. Discrimination basée sur le sexe, basée sur la hauteur, basée sur la grosseur de la personne, basée sur la préférence sexuelle, basée sur plusieurs choses qui sont immutables, qu'on ne peut pas contrôler. Et le racisme, c'est un raccourci pour la discrimination basée sur la race. OK. Alors, tu as commencé le bal. J'aimerais bien entendre Faux. Tu écoutais. Qu'est-ce que tu rajouterais à cette définition? Discrimination basée sur la race. Qu'est-ce que tu en dis? En fait, c'est la discrimination basée sur la race et l'origine ethnique et nationale et des facteurs connexes. Au lieu de définir, je vais vous donner quelques exemples. D'accord. Refuse de louer un appartement à une personne parce que c'est une personne noire. Pratiquement cibler les gens parce qu'ils sont considérés comme étant une menace à la sécurité à cause de leur origine arabe. Et bien sûr, le fait que nous ayons encore comme pays une loi qui s'appelle la loi sur les Indiens pour ghettoiser et baliser les conditions de vie des peuples autochtones. Ça, ce sont, je crois, que des exemples de racisme, de discrimination raciale explicite, directe, intentionnelle, qu'on appelle en anglais straight to your face. OK, d'accord. Donc, on parle d'un comportement sociétal. On y reviendra parce qu'on entend souvent les gens nous dire « il est raciste, elle est raciste ». Larry, qu'est-ce qu'on veut dire par racisme selon vous? Eh bien, alors, tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent, et il faut ajouter le volet, je crois, économique aussi. Alors, vraiment, lorsqu'on voit les dynamiques de domination d'une race par rapport à l'autre, alors, évidemment, la race blanche par rapport à la race noire, parce que la race noire devait avoir ce rôle d'esclavage depuis 400 ans, 500 ans en Amérique. On avait besoin du travail, on avait besoin de travailleurs et de travailleuses. Et alors à ce moment-là, le racisme prenait un aspect et un rôle définitivement de domination. Alors, il fallait vraiment exercer ce racisme de la partie de la race blanche qui était exploitant, envers la race noire. Mais ce que je dois aussi regarder, c'est quand je suis arrivé au Canada, et ça fait déjà un demi-siècle, quand j'entendais, pour ce jeune garçon qui arrivait de New York, qui avait une idée claire de qu'est-ce que c'était le racisme par rapport entre les Africains américains et puis les Blancs en Amérique, mais quand j'entendais parler du racisme au Québec,
entre les anglophones et les francophones. Et que les francophones se disaient à l'époque victimes de racisme de la part de la majorité anglophone. Et même, on voyait que Montréal, et Faux pourrait nous en parler plus, mais c'est juste pour utiliser l'exemple, quand on parlait de Westmount comme étant, et l'île de Montréal, la partie ouest de l'île, comme étant la Rhodésie. Hein? Je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais moi, je me rappelle très bien quand on parlait de ces enclaves anglais comme étant, comme faisant part, c'était la Rhodésie du Canada. Et puis, alors vraiment, on voit que ça peut prendre plusieurs formes, mais ce qu'il faut regarder dans le fond, c'est l'aspect de domination d'une race ou d'un peuple par rapport à l'autre. Et souvent, ça prend c'est basé sur l'économique, mais aussi social, etc. J'entends vos collègues dire, merci Larry, j'entends vos collègues dire fondé sur la race. Donc, c'est-à-dire que cette définition qu'on a donnée, un système de caste où on a établi une notion qu'on appelle race pour faire cette distinction. Donc, si on parle de race, comme Rachel, tu veux intervenir, c'est pas nécessairement lié à la langue qui est parlée ou même au fait d'appartenir à un peuple. Donc, j'aimerais faire le tour encore une fois pour aller chercher, quand on parle de racisme, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc, Rachel, tu voulais rajouter quelque chose. Vas-y. La définition du mot race a évolué depuis 400 ans. Au début, en français, quand on parlait de race, c'était souvent pour l'élite, l'aristocratie en France. Évidemment, c'était des Blancs qui étaient racisés. Et puis, ça a évolué quand on parle des années 60, les Québécois se disaient une race. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, en 2021, les Québécois de souche qui sont d'origine européenne et les anglophones d'origine européenne sont la même race. Et s'il y a des différends entre les deux, qui n'est pas une bonne chose, on s'entend que ce n'est pas du racisme, pas dans le langage qu'on a aujourd'hui, c'est la discrimination linguistique, culturelle, mais le mot racisme aujourd'hui, ça parle vraiment des races, des personnes racisées, qui sont surtout les Noirs, les Autochtones, les personnes de couleur. Et il ne faut pas confondre les définitions d'antan avec les définitions d'aujourd'hui. J'aimerais entendre Faux là-dessus. Donc, Rachel dit ça a évolué et maintenant on en est à une question de quoi? De couleur de peau, de caractéristiques physiques qui ont été utilisées dans ce concept qu'on appelle race. Allez-y, Faux. Oui, sur le plan pratique, le plan sociologique actuel, je me limite à la question de la couleur de la peau, et qui peut être aussi, la discrimination raciale peut être aussi liée à l'origine ethnique ou nationale, parce que le lieu d'origine, parce que nous savons que parfois il y a des personnes qui peuvent être soi-disant de peau plus ou moins blanche, mais qui, à cause de leur nom, à cause de leur lieu de naissance, sont aussi automatiquement discriminées. Je parle surtout de beaucoup de personnes d'origine arabe, qui peuvent être blondes aux yeux bleus, mais dès qu'on voit qu'il y a un nom arabe, on fait toutes sortes on fait recours à des pratiques d'exclusion, de traitements différentiels qui ont comme effet de compromettre leurs droits à l'égalité, leur capacité, leurs compétences et leur droit à des opportunités égales. Je crois que le racisme est devenu tellement insidieux, très subtil et très complexe. C'est pour ça qu'il faut qu'on décortique. Et moi, je me limite surtout à des formes de discrimination basées sur l'apparence physique, la couleur de la peau, l'origine ethnique, soi-disant l'appartenance à des groupes soi-disant racisés. On sait de qui on parle. Et je crois que le groupe le plus peut-être discriminé dans l'histoire du Canada, je reviens encore à la nécessité de parler de le racisme anti-autochtone, parce que c'est à tous les niveaux, que ce soit dans nos pensées, nos attitudes, nos comportements individuels, ainsi que nos organisations sociales, politiques et économiques. Rentrons un peu, merci à tous les trois, rentrons un peu dans la question de racisme systémique.
Donc, pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin de rajouter l'aspect systémique si ça fait partie de tout? Si c'est dans toutes les structures, la loi sur les Indiens, l'esclavage dont parlait Larry, toute la structure de la société, le logement, les tribunaux, les écoles, l'emploi. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de racisme systémique à ce moment-là? Quand on dit racisme d'un côté, puis racisme systémique. Allez-y, je vous écoute. Oui. Alors, je pourrais commencer. Alors, je parlais tout à l'heure de l'aspect économique. Alors, et on parle de nos peuples autochtones. Alors, voilà vraiment une bonne place où commencer. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les Blancs sont arrivés, colonisateurs, et ils voulaient s'emparer, ils voulaient prendre la terre dans laquelle il y avait tellement de richesses qu'ils voulaient exploiter. Alors, il fallait dénigrer immédiatement les peuples qui s'y trouvaient, alors, mais d'une façon qui commençait premièrement avec l'éducation. Alors, premièrement, il fallait enseigner aux Blancs que les Autochtones étaient inférieurs, qu'ils ne savaient pas quoi faire sur la terre canadienne, que le Blanc était là pour les sauver. Hein? Et en faisant cela, cela justifiait l'exploitation qui était menée pour justement enrichir ces colons qui étaient arrivés. Et là, en même temps, alors là, on s'emparait des terres des Autochtones et on amenait les Noirs pour travailler la terre parce qu'ils n'avaient pas assez de travailleurs. Fait que là, encore une fois, dans l'éducation, c'est de dénigrer, de faire convaincre les Noirs eux-mêmes qui sont inférieurs, OK? Et puis de convaincre les Blancs qui sont supérieurs. Et ça, ce n'est pas seulement au niveau de l'éducation, mais c'est au niveau législatif, les lois, les règlements, les décrets qui sont passés par les occupants de l'époque et jusqu'à aujourd'hui. Tout ça, c'est entrer dans un système où est-ce qu'on va maintenir ces peuples-là en subjugation, assujettis à la domination et jusqu'à un point où est-ce qu'on ne sait plus pourquoi on est en train d'agir d'une façon d'un peuple envers l'autre, tout simplement parce que c'est tellement rentré dans notre ADN qu'on ne pose plus de questions. C'est comme ça et c'est comme ça que ça va être. Alors ça, je pense que c'est une bonne façon de commencer à expliquer le systémique dans, okay. dans un système d'exploitation, en fait. Système d'exploitation créé par des structures, par des aspects, différents aspects de la société. Rachel, je vois que tu es prête à parler. Pour enchaîner avec mon ami Larry, quand on parle des Autochtones spécifiquement dans le contexte québécois de Montréal, la métropole, quand on regarde les cartes les plus vieilles de la ville de Montréal, la rue de la Montagne s'appelait originalement la rue des Sauvages de la Montagne. C'était le chemin qu'empruntaient les Autochtones pour traverser l'île. Et le fait qu'on l'a rebaptisé Sauvage, inculque à tout un chacun que les Autochtones font partie de la flore et la faune des animaux, vraiment le mot sauvage. Donc, déjà, ça commence le système de pensée de ce peuple-là comme une sous-race. Et si on avance dans le temps, on pense aux pensionnats autochtones. Même le mot pensionnat, c'est un mot très faible pour vraiment décrire quelque chose qui était du kidnapping des enfants. Et puis, on n'est pas sûr qu'est-ce qu'ils ont appris, même dans ces années-là, mais qu'est-ce qu'on peut dire en termes de systémique, c'est qu'un enfant autochtone qui a été pris des bras de sa mère, qui a été mis dans une place où on ne les aimait pas pendant des années, qui a perdu sa langue, sa religion, sa culture. Après ça, on se demande pourquoi ils ne peuvent pas accéder aux mêmes emplois ou aller à l'université, mais ils n'ont pas eu la base nécessaire pour fleurir comme enfant et comme jeune ado. Et quand l'État fait ça, et ça devient la norme pendant presque 200 ans ou plus, c'est quelque chose qui devient systémique.
Donc, on arrive avec un système qui ne promeut pas un certain groupe de gens basé sur leur race. Et puis, ça fait que de génération en génération, ça continue la discrimination qui est dans le système. On peut aussi dire que quand une personne autochtone allait en cours pour, je ne sais pas, demander que son enfant reste avec lui dans une réserve, puis j'ouvre une parenthèse, les réserves déjà là, c'est pas un lieu où il n'y a pas d'université dans les réserves. Souvent, les écoles sont moins financées, ferme la parenthèse. Quand la personne autochtone va revendiquer ses droits humains, il fait face à un système de loi et une police qui est contre eux, qui est fait pour la majorité du pays. Donc, c'est tous les systèmes qui se chevauchent pour faire en sorte qu'on a une société qui n'est pas égalitaire, surtout en matière de race. OK. Puis on reviendra aussi sur, évidemment, George Floyd et Black Lives Matter et tous les autres groupes racisés qui subissent cette exploitation ou tu as commencé à parler d'humain, de déshumanisation peut-être, pour être un autre terme utilisé. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter sur cet aspect systémique ou structurel? Je crois que nous parlons de plus en plus de racisme systémique parce qu'après 30 ans, 40 ans, même 50 ans de lutte contre le racisme individuel, direct, intentionnel, on réalise que c'est comme éteindre les incendies de forêt. On ne peut pas aller chercher des cas individuels pour régler à la pièce les actes de discrimination dirigés vers les gens. Puis les gens aussi, au fil des années, ont compris que ce sont des institutions, c'est les façons de faire de manière conventionnelle, les politiques, les pratiques ordinaires qui ont dans ces opérations qui donnent lieu à de l'exclusion, qui donnent lieu à l'inégalité, qui perpétuent cette exclusion-là. Et pour plus simple, plus simpliste, moi je dis le racisme systémique, tout ce qui n'est pas racisme institutionnel, racisme individuel et intentionnel. Parce que vous savez, à un certain moment, on parlait beaucoup de sexisme systémique. On se rappelle encore de l'affaire d'Action-Travail des femmes contre CN. Je crois que c'est la définition ultime de sexisme systémique. Et aussi au niveau de l'équité salariale. Au Québec, nous avons la loi sur l'équité salariale, dont le premier article parle ouvertement de discrimination systémique dans le traitement salarial des femmes. Donc, on reconnaît qu'effectivement, comme dans le cas des femmes, de la lutte contre les inégalités fondées sur le sexe, il faut aller au-delà de l'individuel, aller au-delà de cas par cas pour s'attaquer à parfois des causes et disons, des origines, des fondements même des institutions, des organisations sociales et économiques. Oui, on a souvent, c'est comme un paravent qui a été mis où on parlait de personnes racistes. Donc l'idée, c'est un comportement individuel qui nous a empêchés de regarder vraiment comment c'était imbriqué dans toutes ces structures-là. Donc c'est quelqu'un de méchant qui fait quelque chose de violent ou d'irresponsable et puis qui met en danger ou qui tue ou quoi que ce soit. Et donc, on dit, OK, c'est cette personne-là. Quand on parle, quand on dit systémique, vous parlez d'une façon de faire qui est tellement imbriquée dans tout qu'elle peut-être en est invisible à ceux qui en bénéficient. Parce qu'il y a ceux qui subissent, mais il y a aussi des bénéficiaires là-dedans. Larry, j'aimerais arriver parce qu'on parle de syndicats, on parle de milieu de travail, pour nous donner des exemples de comment est-ce que ça fonctionne dans le milieu de travail. Le racisme systémique. Oui, puis on va t'arrêter au bout d'un petit bout de temps. Oui, parce que je pourrais y aller longuement là-dessus, mais vous savez, les syndicats, dès le début, rassemblaient les travailleurs, les travailleuses dans des industries où est-ce que le racisme et le sexisme étaient flagrants, existaient. Et on voyait que même au sein de ces mêmes syndicats-là, la discrimination qui pouvait se jouer entre les différents peuples, les différentes races, les différentes ethnies, était quelque chose. Mais en même temps qu'on était capable de voir, de constater
des témoins du racisme qui pouvait exister à l'intérieur du syndicat, on était en train aussi de constater que le contrat qui était obtenu par la négociation collective pouvait aussi faire preuve d'un progressivisme, si vous voulez, absolument incroyable parce que le contrat s'applique également à tout le monde ou devrait s'appliquer également à tout le monde. Et tout le monde est capable de comprendre ce concept-là. Alors, quand aujourd'hui, on a un contrat qu'on doit voter, alors on ne dit pas, bon, ben écoute, ces clauses-là s'appliquent aux Blancs, ces autres clauses s'appliquent aux Arabes, il y a les Haïtiens ici. Non, 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 non. Tout le monde va avoir la même augmentation salariale, tout le monde doit avoir les mêmes bénéfices, tout le monde doit avoir les mêmes avantages. Cependant, c'est là qu'on voit où le bas peut blesser, c'est dans l'application de la convention collective que là, on va avoir des griefs venant justement de personnes de race noire parce qu'ils vont dire « Wow, la convention n'est pas en train d'être appliquée de la même façon envers les Blancs qu'envers les Noirs parce que moi, je suis en train de subir de la discrimination, je n'ai pas les mêmes opportunités ou occasions d'avancement, etc. Ça fait que là, on voit que même à l'intérieur du syndicat, si on est syndiqué, on va dire, écoute, on a beaucoup de travail à faire encore parce que ce sont même nos représentants syndicaux, et je vais donner un petit exemple là-dessus. Quand j'étais à l'Alliance de la fonction publique, on avait des comités racialisés parce que quand quelqu'un voulait présenter un grief, une personne noire voulait présenter un grief, on ne pouvait pas être défendu par une personne noire parce qu'il n'y avait personne qui était un délégué noir ou une déléguée noire. Alors, on voulait aller chercher des bénévoles qui faisaient partie de ces comités-là, qui étaient déjà racialisés, qui pouvaient comprendre parce qu'ils avaient eux-mêmes subi la discrimination en milieu de travail. Alors, c'est là qu'on a pu, à l'Alliance, dire que, bien, écoutez, on va permettre, un peu inhabituellement, mais on va permettre exceptionnellement à une personne qui n'est pas dans cette unité de travail-là, aller défendre la personne racialisée parce que, effectivement, même le syndicat reconnaissait qu'on ne pouvait pas demander à un homme blanc d'aller défendre une femme noire qui était assujettie à la discrimination en milieu de travail. Merci. Et on va revenir aussi sur la différence entre l'équité et l'égalité. Parce que quand on parle d'application absolument inégale, mais en fait, si on applique quelque chose dans un système qui n'est pas égal et qu'on ne prend pas des mesures pour assurer que les gens sont sur un pied semblable, on obtient des résultats inégaux aussi. Donc, c'est très complexe tout ça. On parle d'abord même faire renforcer l'égalité, mais en plus de ça, qu'est-ce qu'on fait pour amener les gens à la table? Comment est-ce qu'on promeut les gens dans les organisations? Qui s'assoit sur les conseils, les comités de sélection? Comment est-ce qu'on regarde le travail des gens qui doivent travailler plus fort ou moins fort que d'autres? J'aimerais bien entendre Rachel, qui a vécu dans plusieurs milieux de travail, pour parler aussi de ça et apporter ton éclairage. Je vais commencer avec mon nouveau chez nous à l'ONF. L'Office national du film du Canada existe depuis presque 80 ans. Et dans tout ce temps-là, il y a eu des films qui ont été produits, des documentaires qui parlent des Canadiens et Canadiennes à travers d'un océan à l'autre, qui aujourd'hui n'ont pas une connotation positive. J'en spécifie un qui s'appelle Le Festin des morts, 1965 par Fernand Dansereau. Dans ce film-là, on voit des personnes non racisées en costume d'Indiens. Et puis, il démontre les personnes autochtones de manière très négative, comme des sauvages.
et c'était une attitude qui était acceptée par la majorité dans ce temps-là. Heureusement que l'ONF a fait un virage dans les derniers 20 ans. Ils ont créé une boîte pour que les Autochtones racontent leurs propres histoires. Quand vous parliez de qui est à la table décisionnelle, on a créé une table pour les Autochtones pour qu'ils racontent leurs propres histoires de leur propre manière et qu'on espère que ce soit des histoires qui sont plus fidèles à la réalité que des films qui font l'apologie des pensionnats autochtones, etc. Donc, c'est un bel exemple, un exemple à suivre, j'espère, pour d'autres communautés qui sont marginalisées. OK, de remettre le pouvoir entre les mains des gens même qui, pour parler d'eux-mêmes. Donc là, on parle des médias. On va revenir aux solutions tout à l'heure, mais simplement quand on parle d'exemples de racisme systémique avant d'aller vers les solutions, est-ce que tu en aurais d'autres à rajouter par rapport au milieu de travail, dans un milieu de travail? Comme Larry nous a parlé des milieux syndicaux, si on parle de milieux, je sais pas, la fonction publique ou d'autres milieux dont tu as fait partie. C'est sûr que pendant longtemps, la fonction publique, elle était très blanche et très mâle. C'est en 85, je pense, que Mulroney a commencé la loi sur l'équité d'emploi qui énumérait 4 groupes ciblés, les femmes, les autochtones, les personnes qui ont des handicaps et les minorités visibles. Nous voilà plusieurs années plus tard, 30 ans plus tard, et selon la Commission de la fonction publique, il n'y a pas eu beaucoup de progrès sur les 4 groupes, sauf pour les femmes. Donc, on voit que ça n'a pas été implémenté. Puis, une des choses qu'on a vues dans la fonction publique en particulier, c'est que quand ça vient le temps de poser plainte, ceux qui prennent les décisions, ceux qui évaluent s'il y a eu effectivement cas de discrimination, sont souvent pas des personnes qui sont sensibles à ces enjeux-là et qui peut-être ont eux-mêmes des points morts par rapport au racisme, la discrimination raciale, etc. Donc, les jugements sont souvent en faveur de l'employeur parce qu'il n'y en a pas de problème. Donc, ça devient systémique dans le fait que le système favorise la majorité, c'est eux autres qui prennent les décisions, c'est eux autres qui ont écrit même les lois, qui rédigent le processus de revendication et ça donne souvent des résultats qui sont pas positifs pour les personnes marginalisées. La fonction publique a changé des lois récemment. On va voir si ça donne les résultats escomptés. Mais c'est sûr que s'il y avait des personnes racisées, des personnes handicapées, ceux qui rédigeaient les lois, qui étaient dans les panels qui font l'évaluation des cas, on aurait des résultats qui seraient peut-être plus justes. Oui, en ce moment, il y a même une action en justice contre le gouvernement fédéral de la part des employés noirs sur une période de décennies, pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont les gens sont traités, beaucoup d'inégalités, d'inéquités, etc. Alors, pour revenir des exemples peut-être pour aider les auditeurs, dans le domaine de l'éducation, dans d'autres domaines que toi tu connais très bien, qu'est-ce que tu vois comme étant les choses avec lesquelles on fait encore affaire en 2021? Dans le domaine de l'éducation, je constate qu'il y a encore beaucoup de barrières d'exclusion et puis d'inéquité au niveau de la représentation du personnel, par exemple, du personnel enseignant. Et du personnel non enseignant aussi, le personnel administratif, les psycho-éducateurs, ainsi de suite. Mais je crois qu'il faut qu'on regarde aussi au niveau de la composition des commissions scolaires, des conseils de parents, où on parle encore de la sous-représentation des parents ou des membres de la communauté qui doivent être représentés de manière équitable. Je crois que quand on parle de racisme systémique, l'un des indicateurs le plus évident et le plus facile d'utiliser, c'est la représentation équitable, ou l'absence de représentation ou la sous-représentation très drastique en milieu éducatif, quand on parle que ce soit au niveau secondaire, au niveau des collèges, au niveau post-secondaire, au niveau des universités. On voit par exemple la difficulté d'accès pour des personnels enseignants à des postes permanents, qu'on appelle en anglais des tenured positions. Et là aussi des chercheurs, l'accès des fonds de recherche pour les chercheurs racisés au niveau universitaire, toute la question aussi le racisme dans
le choix de carrière, le choix d'études, et comment certains groupes sont canalisés vers le domaine. Orientés vers des carrières qui seraient moins lucratives, moins prestigieuses à la longue. Il y a aussi le système des agents de ressources, donc la police dans les écoles, et la façon dont les jeunes de couleur sont suivis, sont dans des situations plus difficiles et peuvent amener à être emprisonnés, par exemple. Mais je voudrais souligner l'importance aussi de l'utilisation des tests d'évaluation, des tests de placement pour souvent faire échec ou pour canaliser ou pour gatewayer des groupes d'étudiants, de jeunes, même des étudiants adultes aussi dans des secteurs moins, disons, économiquement favorisés. L'un des aspects les plus importants au niveau du racisme dans l'éducation, c'est toute la question aussi qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est le profilage racial dans l'éducation. Dans l'éducation. Je crois que dans plusieurs milieux d'éducation, disons dans le milieu physique, souvent il y a des personnes, notamment des personnes noires, qui se considèrent comme étant que vous ne devrez pas être présent ici, qu'est-ce que vous faites ici? On questionne leur statut, on questionne leur place même dans les programmes ou même sur les lieux de l'université comme s'ils n'appartiennent pas. Les bibliothèques, c'est un bel exemple où ça devrait être un lieu de refuge, un lieu d'études, un lieu où les jeunes sont accueillis et où justement il y a eu des cas dans plusieurs commissions scolaires et bibliothèques municipales de profilage racial. Donc, des exemples. Dans les universités aussi, bien sûr. Pardon? À l'Université d'Ottawa, je crois qu'on a eu au moins un cas qui a fait un peu la manchette. Oui, qui a amené des changements systémiques. Donc, c'est Einstein qui disait s'il avait 1 heure pour résoudre tous les problèmes du monde, il passerait les premières 55 minutes sur le problème et ensuite les solutions apparaîtraient. C'est peut-être pas aussi simple que ça, mais là, si on peut rentrer maintenant dans certaines des choses que vous avez faites, Rachel, tu as commencé déjà à parler d'un cas là avec l'ONF, mais quelles sont les façons de renverser cette situation de centaines d'années, cette façon de voir qui peut être invisible à ceux qui en bénéficient et très visible à ceux qui la subissent, mais qu'est-ce qu'on fait? Où on commence? Quels sont certains exemples de mesures à prendre? Alors, n'importe qui peut intervenir là-dessus. Je vous écoute. Alors, je crois que d'emblée, je dois saluer, vous savez, on a parlé de Black Lives Matter, on a parlé, ce sont les mouvements populaires où est-ce que les gens en ont assez et il faut choquer un peu. Il faut avoir des actions qui attirent l'attention. Quand, vous savez, Black Lives Matter, ça a commencé avec les parades de la fierté, là. Hein? Je me souviens, j'étais à Toronto à la parade et c'était des personnes noires, de couleur, trans, qui disaient qu'elles en avaient marre ou qu'ils en avaient marre du traitement de la police qu'ils subissaient 365 jours par année et qu'il fallait arrêter de voir que la police en uniforme était de plus en plus invitée dans les parades. Et ça a mené, alors immédiatement et en même temps, il disait que les vies des personnes noires, les vies des personnes trans aussi, étaient toujours en danger. Et on avait les tueries dans les rues, etc. Et ça, quand on a eu les meurtres de George Floyd et ainsi de suite, et que chaque fois, la communauté noire a dit assez, c'est assez, et qu'on a vu aussi des gens de la communauté blanche sortir pour se joindre aussi à ces manifestations, eh bien là, la discussion a commencé. Il faut en discuter. Que les gens trouvent ça qu'ils soient mal à l'aise de le faire, que le premier ministre Legault, d'accord, dise qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec, tandis que
On a parlé tout à l'heure d'une loi sur l'équité salariale qui reconnaît qu'il y a du racisme, qu'il y a du sexisme systémique. Alors, pourquoi s'il y a du sexisme systémique, qu'il n'y aurait pas de racisme systémique? L'un ne va pas contre sans l'autre parce que c'est la même chose. OK? Alors, quand le premier ministre dit qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec, ben écoute, il faut réagir. Et il faut réagir fortement et vraiment en le dénonçant partout. Et ça, on le fait très bien dans le monde syndical, mais on le fait très bien avec nos organismes communautaires qui luttent jour après jour dans la rue, à Montréal, à Toronto, etc. Il faut commencer en quelque part parce qu'il faut avoir ces discussions qui sont difficiles, même quand les gens ne veulent pas en parler. Il faut retourner, il faut continuer à parler et il faut éduquer les gens qui n'ont pas vu et qui ne voient pas qu'est-ce qui se passe en réalité. Oui, parce que ça ne les affecte pas. Donc, vous parlez des mouvements Oui. Et l'importance de ça. Alors, pour les deux autres invités, quelles seraient les mesures que vous préconisez? Vous avez passé votre vie professionnelle à combattre le racisme. Parlez-nous un peu des idées. Je vais commencer par Faux, je vais aller voir Rachel tout à l'heure. Donc, Faux, quelles sont les mesures qui seraient importantes à prendre et à continuer de prendre? Je crois que d'abord, à titre de question de principe et de vision, il faut reconnaître que ça existe. Il faut reconnaître qu'il y a un problème. Il faut le reconnaître, surtout quand on voit qu'il y a une sous-représentation, il y a une absence, il y a l'exclusion des gens de diverses origines autour de soi, dans son milieu de travail, sur des instances décisionnelles. Une fois que cette reconnaissance est acceptée, est acquise, là, on passe à l'action. Et il faut passer vraiment à l'action, plutôt on reste avec de beaux discours. Il faut qu'on adopte des politiques, il faut qu'on adopte des programmes, des mesures, mettre sur pied des activités et allouer des ressources adéquates pour que ces mesures puissent être mises en œuvre. Je souligne d'abord, par exemple, récemment, la CSN, une grande centrale syndicale, le Conseil central de Montréal, a adopté une politique sur le racisme systémique en milieu de travail. Je crois que c'est une petite révolution tranquille, extrêmement importante pour le milieu de travail au Québec. L'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec a fait la même chose. Quand on passe à l'action avec des politiques, après ça, ces politiques soient traduites en des programmes, des mesures et des activités concrètes, je crois que c'est comme ça qu'on va changer non seulement le système, mais aussi la société. Parce qu'on atteindra une sorte de niveau de maturité sociale, politique et même économique pour assurer l'inclusion et aussi la mise en valeur de toute cette richesse qu'est la diversité raciale et ethnique. Alors, merci beaucoup pour ça, l'idée donc on passe des mouvements aux politiques. Rachel, qu'est-ce que tu voudrais ajouter à qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les mesures importantes à prendre? Je vais parler de trois choses. En premier, ça serait l'éducation. C'est très cliché de dire que ça passe par l'éducation, mais je veux spécifier. C'est pas juste We are the world, we are the children, puis Martin Luther King. C'est vraiment d'éduquer les gens sur les rapports de force, l'histoire, pas des États-Unis, mais celle du Canada, et de faire comprendre à tout un chacun que c'est quoi les microagressions, c'est quoi la vraie définition du racisme, comment il se manifeste tous les jours. Parce que, croyez-moi, parce que j'ai fait des formations moi-même pour des corporations, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas c'est quoi la base. Mais une fois qu'ils comprennent, c'est des outils qu'ils peuvent utiliser pour parfaire leur milieu du travail, leurs écoles, leur entreprise. Donc, c'est le volet éducation de 1. De 2, dans toutes les corporations ou même les gouvernements, on a des actions, des programmes qu'on livre. Et c'est de passer à travers les choses qu'on fait à chaque jour, les programmes qu'on livre à chaque année, et regarder les étapes décisionnelles et ajouter quelque chose qui fait qu'on a une vision plus directe sur la diversité. Ça existe déjà. Quand Justin Trudeau est arrivé au pouvoir, le gouvernement fédéral a commencé l'analyse
comparative entre les sexes plus, ACS+, qui veut dire qu'à chaque fois qu'on introduit une nouvelle politique, on fait aussi une recherche à côté pour savoir comment est-ce que la politique affecte les femmes spécifiquement. Et si ça a un effet néfaste, comment est-ce qu'on va ajuster la politique pour qu'elle ne nuise pas à le deuxième sexe? Donc, ça serait d'utiliser la même idéologie, mais d'ajouter aussi les personnes racisées, les immigrants, LGBT, etc. Et dernière chose que je prône, c'est d'avoir des conséquences. OK. Il y a 30, 40 ans, si une femme se faisait agresser, toucher, on parlait d'elle mal au sein du travail, il n'y avait peut-être pas des conséquences. Aujourd'hui, si tu fais ça à une femme, il y a une bonne chance que tu vas avoir des problèmes. Ça peut aller à des réprimandes, à même être congédié, dépendant de la sévérité. Donc, il y a des conséquences, puis je suis persuadée qu'il y a des gens qui veulent toujours se comporter de manière qui n'est pas intègre, mais le fait qu'il y a des conséquences les empêche de passer à l'acte et ils se contrôlent en conséquence. Donc, il faudrait avoir des conséquences aussi sévères pour ceux qui ne veulent pas comprendre le message. Donc, si on ne comprend pas par l'éducation, par les choses officielles, on va comprendre quand on reçoit un avis de congédiement ou de congé sans solde. Et ceux qui ont fait ça ont des résultats. Okay. Puis dernière chose, juste pour rajouter sur ce que M. Némy a dit, c'est qu'on s'en tient souvent au beau discours. Et puis je pense que ce que George Floyd a peut-être fait galvaniser au Canada au sein des personnes qui ne sont pas racisées, au sein de la culture dominante, c'est que on a fini avec les beaux discours, là, ça ne marchera plus, on veut passer à l'action. Merci beaucoup pour ça. Donc, l'idée de rapport de force, de pouvoir, de reconnaître, comme Fo a dit tout à l'heure, que ça existe, c'est déjà une grande partie de la résolution du problème. Tant qu'on dit que c'est pas un problème, c'est individuel, que c'est déjà réglé. Il y a des études intéressantes aux États-Unis qui montrent que pour la majorité des gens non racisés, le problème est réglé. C'est comme quand vous demandez aux hommes est-ce qu'il y a l'égalité entre les sexes. Ben oui, tu n'as pas vu dans mon travail, il y a telle chose, c'est réglé. Tandis que pour ceux qui sont encore de l'autre côté et qui demandent leur place à la table, ils disent non, c'est loin d'être réglé. Il y a vraiment un contraste. Hein? Donc, quand on parle de compréhension entre les cultures, entre cette notion artificielle qu'on dit être race, qui est la race, comment est-ce qu'on fait pour justement amener dans cette conversation, OK, les gens qui sont un peu indifférents. Moi, je vois pas la couleur, je vois pas, tout le monde est égal, etc. Comment on fait pour amener à cette conversation? C'est difficile, mais il faut le faire. Vous savez, on a une notion dans le monde syndical quand on parle de bonne foi, hein? Négocier de bonne foi. Quand on est de mauvaise foi, vous savez, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'à un moment donné, je dois me poser la question, mais est-ce que la personne a peur de perdre les avantages qu'elle a en ce moment dans la vie? Hein? Par exemple, parce que le privilège est là. Le privilège existe et les gens savent. Si on regarde ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, il y a la race blanche aux États-Unis qui croient, dur comme fer, qu'ils ne doivent pas laisser le pouvoir aux personnes hispanophones et noires parce qu'avec tout le traitement qu'ils ont eu depuis 200 ans, si eux, ils gagnent le pouvoir démocratiquement, qu'est-ce qu'ils vont faire aux Blancs? C'est réel, qu'est-ce que je vous dis là. Alors, quand on essaye de parler à des gens qui ont peur de perdre ce qu'ils ont, écoutez, le challenge est très difficile, mais il n'y a rien à faire. Il faut y aller. Il faut y aller parce que si on veut atteindre cette égalité, voire l'équité, il
faut que les gens qui ont la situation de privilège au moins reconnaissent qu'ils sont dans une position de privilège. Et la seule façon qu'ils vont le reconnaître, c'est de l'établir clairement avec des faits. Ça va être tellement évident qu'il va falloir, et il faut continuer à faire ce travail-là. Quand on pense à l'avenir du Canada, l'avenir multiethnique, multiracial, multi-tout du Canada et du fait qu'il y a encore des difficultés au niveau d'être reconnu, accréditation professionnelle, il y a des difficultés d'accéder à certaines choses. Donc, ça continue d'avoir un impact sur tous les aspects de la vie des gens. À partir du moment où ils rentrent au Canada, tout le temps qu'ils sont ici, et ceux qui sont ici de très longue date ou qui sont venus depuis les loyalistes ou qui sont nés ici. Alors donc, ce que j'aimerais demander en fait, c'est si le dialogue est difficile, s'il y a une polarisation, si parfois les gens ne sont pas de bonne foi ou refusent de le voir parce que ça ne fait pas leur affaire, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez certainement fait de l'animation, de plein de dialogues interculturels. Quelles seraient certaines choses à retenir pour ce qui nous attend maintenant dans le Canada de demain? Vous savez, c'est une question, c'est comme si vous me demandez comment est-ce qu'on peut faire croire en Dieu quelqu'un qui ne croit pas ou qui n'a pas de foi. Donc, il ne croit pas même que Dieu existe. Je crois, mais quand même, je crois que l'essentiel, c'est retrouver ce lien humain qui nous pousse. Je crois que l'essentiel humain, je crois que la grande majorité des personnes sont des personnes qui sont raisonnables, qui ont un certain degré de responsabilité tant personnelle que sociale. Je crois qu'il faut faire appel à ce qu'on appelle les meilleurs sentiments des gens, les meilleurs, aussi faire aussi ce qu'on appelle rejoindre les gens au niveau affectif. Okay. Je crois que quand les gens voient des enfants autochtones morts dans des pensionnats comme ça, je crois que quelle que soit son origine, tout le monde comprend la douleur de perdre son enfant. Quand les gens réalisent ça, je crois que cet aspect humain-là qu'il faut toujours être présent dans nos actions, dans nos discours, dans notre façon de communiquer, parce que essentiellement, quelle que soit votre couleur de peau, nous avons tous la même couleur de sang. Nous avons tous les mêmes rêves, nous avons tous les mêmes idéaux par rapport sur les meilleures choses pour nos enfants, pour les prochaines générations, pour nos proches. Je crois qu'il faut, entre autres, trouver un terrain de discussion et de conversation, un terrain partagé, un terrain de conversation qui pourrait interpeller les gens au niveau affectif et au niveau intellectuel. Je parle toujours des besoins au niveau des questions de pain, de beurre. Je crois qu'au-delà des divisions de classe, de race, de genre, les gens comprennent la nécessité d'avoir un bon travail, un travail rassurant, rémunérant, un bon logement, une éducation adéquate pour tout le monde. Ça, c'est le langage de commun de mortels. Et je crois que les gens sont essentiellement des personnes raisonnables. Comment faire comprendre que le racisme, que les discriminations en général nuisent à notre rêve collectif et aussi à notre destin collectif. Et on espère que c'est comme ça qu'on va essayer de changer les gens, même parfois une personne à la fois, mais quand même, vous savez, quand on prêche, il faut parfois démontrer que les miracles, ça existe pour que les gens puissent croire en Dieu. Y croire, oui, et le fait d'avoir des images positives, de ces liens affectifs à travers les différences, de trouver ce qui est en commun et d'humaniser, hein, de comprendre l'histoire de chaque être humain. Hein, souvent, on nous dit que quand les gens ne se fréquentent pas du tout, on démonise l'autre. Mais quand on se retrouve ensemble et qu'on partage des choses ensemble, que ça peut amener à une meilleure compréhension. Hein, aller chercher Je voudrais illustrer avec un exemple très concret que je vois de plus en plus. Vous savez qu'à certains moments, il n'y a même pas très loin, au Québec, on démonisait les femmes qui portent le hijab. Mais quand on commence à voir des femmes qui portent le hijab travailler dans les hôpitaux, dans les centres éducatifs, dans les garderies, qui s'occupent des malades, des enfants, des personnes âgées, comme des êtres humains, soudainement, cette peur, cette résistance, cette haine à l'endroit des personnes qui portent, des femmes qui portent le hijab disparaît. Parce qu'on réalise que ce sont des femmes, des êtres humains comme n'importe qui s'occupent d'autres personnes. Donc, c'est comme ça qu'il faut continuer
s'éduquer et à se comprendre. Okay. On a encore quelques minutes avant de prendre des questions de l'auditoire. J'aimerais vous laisser à chacun, peut-être, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette question de, on va revenir avec les questions là de l'auditoire, mais tout ce qui touche au racisme, non seulement à ces solutions qu'on commence à regarder ensemble, à ce qui nous attend comme Canada pluriel là, à l'avenir. Est-ce que Rachel, je te vois sourire. Quelque chose à rajouter avant qu'on aille prendre nos questions? Oui. Donc, la terre où on est maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le Canada, originalement, c'était un territoire où les personnes racisées, les Autochtones étaient majoritaires. D'ici 2031, un tiers de la population canadienne va être une minorité visible. Donc, tranquillement, on redevient comme un peuple qui a pas une majorité blanche. Donc, l'avenir s'en vient et puis on ne peut pas résister. C'est l'évolution où on s'en va. Donc, il va toujours avoir des résistants. Il y a des gens qui ne pensent même pas que les femmes sont égales. Il y a des gens qui ne pensent pas encore que les francophones sont égales. Donc, pour moi, je ne me concentre pas sur des gens qui sont rétrogrades. Je me concentre sur ceux qui savent où on s'en va, qui veulent aller ensemble. Mettre l'énergie là-dessus plutôt que de parler aux gens qui ne croient pas. Hein? Exactement. OK. Merci, Rachel. Larry, tu as quelque chose que tu veux rajouter? Oui, parce que je suis foncièrement une personne positive, même si je dois voir que c'est difficile. Et je dois toujours penser à ce qu'on dit dans le mouvement syndical, que lorsqu'on se met ensemble, quand on est solidaire, alors peu importe, c'est que la vraie force s'y trouve. Alors, vous savez, si on est divisé dans notre pays, on sait que ce n'est pas soutenable et ce n'est pas durable. Pour qu'on puisse vraiment s'épanouir comme peuple canadien, pour qu'on puisse s'épanouir aussi comme personne, comme être humain, c'est d'être ensemble, c'est de travailler ensemble, peu importe. Et je sais que c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais peu importe la couleur, l'origine ethnique, etc., c'est parce que quand on est ensemble, c'est là qu'on a les meilleures idées dans cette diversité que nous sommes. Et ça a toujours été au Canada. On a toujours eu une diversité. Depuis le début, il y a eu une diversité. Et les meilleurs accomplissements au Canada, c'est lorsque les personnes se sont mises ensemble pour travailler ensemble qu'on a pu arriver à faire des choses absolument phénoménales. Et c'est ça qui me tient à lui. Et c'est ça qui nous donne espoir aussi. Qui vous garde optimiste. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est, il y a quelques questions de l'auditoire et s'il y en a d'autres, Andrew va se rejoindre à nous pour nous rajouter. J'en ai quelques-unes que j'ai ici déjà, que j'aimerais aborder avec vous. Une des questions, c'est comment pouvons-nous faire pression sur les leaders politiques pour qu'ils agissent et ne se contentent pas simplement de belles paroles? Qui voudrait aborder celui-là? Hein? Qu'est-ce que vous l'avez fait? Vous avez tous fait des pressions à certains moments donnés. Alors, oui? Pour moi, je dirais que ce qu'un politicien cotise, c'est des votes. Ce qu'ils veulent, c'est se faire réélire, c'est leur pouvoir. Donc, en contrôlant votre vote, vous pouvez avoir influence sur les politiciens. Donc, si vous dites, c'est ça l'enjeu numéro 1, c'est ça le ballot box question, la question numéro 1 avec laquelle je vais voter aux urnes, c'est la diversité et l'inclusion intègre. Et si vous n'avez pas livré les résultats ou si ce n'est même pas dans votre plateforme, je ne vote pas pour vous, point. Et si on collectivement font ça, ils vont revirer de bord dans le temps de le dire. Merci Rachel. Alors, le vote.
le pouvoir démocratique. Faux, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les moyens de pression? Ben pour moi, en fait, le meilleur moyen de pression, c'est pas comment convaincre ou forcer les politiciens à agir. Je mettrais plus mon énergie dans le travail pour sensibiliser, puis interpeller, responsabiliser les chefs d'entreprise, les présidents des syndicats, les leaders des institutions civiques, les chefs religieux, parce que je crois qu'il faut créer un consensus social beaucoup plus large que le monde politique pour que ça bouge partout. Je crois que les chefs d'entreprise ont beaucoup de gros bon sens. Quand ils voient qu'il y a quelque chose qui peut plaire à leur clientèle, le meilleur service à leurs, disons, investisseurs, tout ça, ils agissent très vite. Et je parle ici des chefs d'entreprise bancaires. Oui. C'est les chefs les premiers à agir de manière très claire sur la question de l'équité en matière d'emploi parce qu'ils réalisent que c'est rentable. Oui. Donc, et le président des syndicats aussi, parce que c'est là que vous allez rejoindre le milieu de travail, les travailleurs et travailleuses. Ce sont ces gens-là qui font rouler l'économie. Donc, quand les chefs d'entreprise, les présidents syndicaux, les leaders civiques agissent, je crois que les politiciens n'ont pas de choix mais que de suivre ces grandes voies-là au sein de la société civile. Merci, ce sont d'excellents points que vous amenez tous les deux. L'idée que, en fait, la façon dont les choses sont faites, tout est interrelié. Donc, les pressions peuvent venir de différents endroits, pas simplement de ceux qui semblent à la tête de la société. Donc, d'excellents points. Alors, donc, quand on parle d'une autre question ici autour de, il semble que les immigrants et les personnes appartenant à une minorité visible doivent atteindre un niveau supérieur à la moyenne pour obtenir un emploi moyen. Donc, l'idée qu'il faut être exceptionnel, l'exceptionnalisme, pour pouvoir avancer comme minorité, et le fait que cette personne dit que c'est encore le cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette réalité que vivent plein de gens dans les professions, les travailleurs, tous les jours? Qui veut se... Pas évident comme question, mais est-ce que quelqu'un veut se pencher un peu là-dessus? Je crois que nous sommes tous immigrants, premièrement, hein, depuis le début, comme on dit. Mais pour les immigrants qui sont ici depuis les dernières 30, 40 années, et que ce soit Faux, que ce soit Rachel, que ce soit moi, nous l'avons tous vécu. On a vu qu'est-ce que c'est d'être traité comme une personne qui ne vient pas d'ici. Hein? On vient d'ailleurs. On vient voler les jobs. On n'a pas notre place. Dominique, toi aussi, tu as vécu ça. Alors, je crois que le meilleur conseil que j'ai à donner à toute personne de couleur qui arrive au pays, c'est toujours d'aller trouver le meilleur de soi-même par l'éducation. Hein? Premièrement, aller à l'école. Hein? Pour les jeunes, là, il faut vraiment aller jusque là où on peut avec nos études. Et en même temps, les communautés immigrantes doivent arrêter d'être divisées entre eux-mêmes. Et moi, je vais parler, par exemple, de ma propre communauté haïtienne. OK? Les divisions qui existent, qui nous empêchent de s'unir, d'être solidaires, pour dire qu'on va former vraiment, parler d'une voix pour que le gouvernement puisse reconnaître les compétences, pour qu'on puisse avoir de la législation, pour qu'on puisse aussi mettre de la pression sur les entreprises comme Faux, il a parlé. On a beaucoup de force actuellement qu'on n'utilise pas et qu'il va falloir qu'on s'organise comme communauté immigrante, mais comme personne aussi pour dire que, écoutez, malgré ce que les gens vont faire pour essayer de nous arrêter, si quelqu'un me dit que je n'ai pas la chance d'être le vice-président exécutif régional de l'Alliance parce que je suis noir et je suis gay et que j'y vais quand même et que je finis par gagner, alors l'exemple est là. Et c'est là que l'exemple
va dire à 10 autres personnes qui sont comme moi, ben moi aussi, si Larry est capable de le faire, je vais y aller. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut vraiment pas arrêter, il ne faut pas se laisser abattre. Il faut continuer à lutter. Et le faire pour les générations à venir. Merci, Oui. Larry. Merci beaucoup. Alors, donc, je vais passer à quelques autres questions, à moins que... Hein? Oui, ça va? Alors, je continue. On parle des médias, hein? Et du rôle que les médias ont dans la qui perpétue les stéréotypes, qui perpétue qui est bon, qui est mauvais. Et même si c'est moins fait qu'avant, on voit encore donc des différences dans les rôles et les attentes que les gens ont et l'impact des médias dans nos vies de tous les jours. Qu'est-ce qui peut être fait de ce côté-là? Donc, je vais commencer par Rachel parce que tu es, tu es quand même à Téléfilm. Donc, quel est le rôle des médias? Qu'est-ce que les médias peuvent faire pour faire avancer les choses? Premièrement, je veux juste dire qu'une recherche de Ryerson, qui date de peut-être 10 ans passés, mais je doute que les choses ont changé, a dit que quelque chose comme 80% des éditeurs des grands journaux canadiens, c'était des hommes blancs, anglophones, d'un certain âge, 60 ans. Donc, on parle encore du pouvoir. Et souvent, le pouvoir dans les médias ne nous ressemble pas. Et ça influence quels thèmes, quelles histoires, quels articles qui sont publiés et quels restent dans le tiroir. Quand on parle de l'ONF, quand on raconte le Canada, les Canadiens, notre vécu culturel, historique, communautaire, d'un océan à un autre, c'est une belle histoire à raconter. Mais elle est encore plus belle quand le sujet d'un film, que ce soit les Autochtones et d'autres minorités, font aussi partie des gens qui ont des décisions à prendre, que ce soit le producteur, le metteur en scène, on parle de ceux qui écrivent les films. Donc, l'ONF a réalisé ça, comme j'ai parlé au début, pour les Autochtones. Une partie de mon emploi, c'est de s'assurer que quand on va faire des projets qui traitent des communautés culturelles et des LGBT et d'autres personnes minoritaires, on s'assure maintenant, ça devient un réflexe, j'espère, qu'on inclut les personnes qui sont de ces communautés-là dans le cadre décisionnel pour s'assurer qu'on a un produit qui va vraiment refléter le Canada, puis peut-être va aller rejoindre plus de gens. Donc, c'est quelque chose que j'espère d'institutionnaliser, de rendre systémique dans mon poste à l'ONF, mais j'encourage aussi les autres médias qui ont un peu commencé. On voit ça au Québec. Maintenant, il y a des éditos qui se font écrire par des personnes racisées qui ne sont pas juste une exception, mais quelque chose de chaque semaine. On voit Émilie Nicolas, entre autres, rayonner. Il y en a eu d'autres. C'est très nouveau, tristement, au Canada. Mais mieux vaut tard que jamais. Et j'espère qu'on continue à donner la place aux personnes minoritaires dans toutes les sphères d'activité, incluant dans tous les médias. Et je vous dirais, donner la place, mais recentrer aussi. Donc, l'idée de mettre au centre, que ça devienne, que parfois les gens qu'on a mis à l'extérieur, qu'on a vus comme marginalisés, puissent être au centre des histoires, au centre de ce qu'on raconte par rapport à notre pays, par rapport à nos régions, par rapport à nos entreprises. C'est vrai que je pense qu'une des raisons que je suis aussi aujourd'hui, une raison que j'ai été embauchée, une raison que je travaille dans le milieu de diversité et inclusion, ça a commencé peut-être un peu pour le public, c'est dans le Huffington Post. Il y a plus de 10 ans, c'était une nouvelle publication qui était très populaire, qui appartenait aux Américains et dont le personnel qui choisissait quel billet était publié n'avait pas de filtre racial. Donc, c'est pour ça que quelqu'un noir, femme, minoritaire linguistique comme moi a eu une plateforme nationale. Une des premières fois dans l'histoire du Canada, je dois dire. C'est devenu de plus en plus commun. Mais c'est sûr que le fait que ça venait d'un autre pays qui avait peut-être pas ce réflexe-là de garder ça centralisé sur la majorité a aidé à ouvrir la porte. C'est une des fois où les Américains ont aidé à ouvrir le Canada
Et j'espère qu'il y aura d'autres occasions pour ça. Comme ça. J'aimerais aller à l'Internet dans nos dernières minutes parce que c'est la réalité dans laquelle on vit, polarisation, haine, la façon dont les gens vivent dans leur bulle et ne communiquent pas. On parlait de l'importance, de communiquer cœur à cœur, humain à humain, sur les besoins qu'on a tous comme êtres humains. Qu'est-ce qu'on fait dans un monde de plus en plus informatisé, en fait, pour créer ces dialogues, pour créer cette ouverture, pour maintenir ce mouvement qu'on n'a pas vu depuis les années 60 quasiment, 70, un mouvement comme ça de justice sociale qui traverse la planète, du moins l'hémisphère nord de la planète. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un monde connecté comme celui-ci? Je vous écoute. Oui. Je crois que d'abord, il faut assurer l'accès à la démocratie digitale. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de couches de la population qui n'ont pas accès à Internet, surtout avec l'Internet de haute vitesse. Au milieu rural, des personnes à revenus très modestes, ainsi de suite. Donc, il faut assurer l'accès d'abord. Deuxièmement, je crois qu'il faut favoriser, promouvoir, même plus ou moins forcer l'autoréglementation pour réduire la désinformation et qu'on appelle la sottise digitale. La troisième chose aussi, c'est que peut-être encourager le gouvernement de réglementer là où l'autoréglementation ne marche pas, notamment au niveau des courants d'extrémisme très violents, très dangereux qu'on voit maintenant sur Internet et même aussi les interférences étrangères dans les affaires domestiques, ne serait-ce qu'au procès des zizanies domestiques. Je crois que ces trois approches-là pourraient peut-être renforcer ultimement la démocratie digitale. Et nous assurer aussi qu'au-delà de toutes ces mesures-là, il ne faut pas oublier, là encore, l'interaction, les relations et les communications humaines sur le plan quotidien et réel. J'ai déjà vu beaucoup de jeunes s'asseoir dans un café autour d'une table et ils se parlent avec leur texte ou avec leur... exactement, au lieu de voir. Je crois qu'il faut revenir aussi à la base de la démocratie avec l'Internet, c'est que quand on est en désaccord, on ferme le robinet ou on pousse le bouton. Alors que dans des contextes beaucoup plus humains, on apprend à écouter et comprendre, accepter la divergence d'opinion et à trouver des façons de résoudre et dialoguer de manière beaucoup plus intelligente. Et là encore, je crois qu'il faut en même temps promouvoir l'intelligence émotive. Oui, absolument, l'intelligence émotive, émotionnelle. Je rajouterais aussi qu'une des tendances que moi je trouve dérangeante, c'est la culture où on annule. Hein? Tu as dit quelque chose qui n'allait pas, tu as fait quelque chose qui n'allait pas, c'est fini pour la vie. Tu es cancel culture, ils disent en anglais, on annule tout. Qu'est-ce qui nous permettrait de pouvoir permettre aux gens de se racheter? Qu'ils ont fait quelque chose qui n'allait pas, ils ont dit quelque chose qui était discriminatoire ou fait autre chose et qu'on peut apprendre, hein, qu'on peut apprendre avec le temps et changer et parler de j'étais comme ça avant, je suis comme ça maintenant. Donc, c'est le genre de choses, moi, comme optimiste, que j'aimerais bien voir dans ce dossier qu'on appelle l'antiracisme, l'antidiscrimination. Nous arrivons donc vers la fin de notre webinaire et je voulais en profiter pour dire à tous qu'il y a une conférence du 6 au 8 décembre, la prochaine conférence du Centre Pearson, et aussi, évidemment, avec grande chaleur, remercier les panélistes de ce soir. Alors, merci beaucoup, beaucoup, Rachel Descostes, et bonne chance dans vos fonctions pour transformer l'ONF. Merci infiniment, Larry Rousseau, et bonne chance au Congrès du travail avec tout le travail là de solidarité entre, mais aussi à l'extérieur. Et depuis des années, vous combattez pour nous tous pour lutter contre le racisme. Grand merci d'être venu ce soir et d'avoir partagé vos opinions, votre sagesse avec nous. Alors, merci. Au revoir. Alors, je ne sais pas